Au cours de l'histoire, des inventions telles que l'ampoule électrique et Internet ont révolutionné notre vie quotidienne. Cependant, derrière ces percées célèbres se cachent des joyaux méconnus, des technologies révolutionnaires qui n'ont jamais eu la chance de briller. Réduites au silence par la cupidité des entreprises, enterrées sous le secret gouvernemental et rejetées par le scepticisme de la science conventionnelle, ces innovations ont été plongées dans l'obscurité, ne réalisant jamais leur plein potentiel. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons 10 inventions supprimées qui auraient pu transformer radicalement le monde dans lequel nous vivons. Numéro 10. Le carburateur Hogle. Tom Hogle, un mécanicien autodidacte d'El Paso, Texas, a fait la une des journaux dans les années 70 avec une invention qui semblait presque trop belle pour être vraie. Sa création, le carburateur Hogle, promettait d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique à une époque où la crise pétrolière poussait le monde à chercher désespérément des solutions. Cet appareil innovant prétendait alimenter une voiture sur plus de 100 miles, avec seulement 1 gallon d'essence, une affirmation qui a attiré l'attention et suscité des espoirs. L'approche d'Hogle du carburateur conventionnel était véritablement révolutionnaire. Contrairement au système traditionnel qui mélangeait l'air et le carburant avant la combustion, la conception d'Hogle a éliminé le carburateur et la pompe à carburant. À la place, il a introduit un boîtier noir qui vaporisait le carburant avant qu'il n'entre dans le moteur. Cette méthode signifiait que le carburant brûlait plus complètement, réduisant ainsi considérablement la quantité d'essence nécessaire pour faire fonctionner le moteur. Les implications de l'invention d'Hogle étaient stupéfiantes. Non seulement cela pourrait signifier des économies énormes pour les consommateurs fatigués des prix élevés de l'essence, mais cela suggérait également une diminution potentielle de la dépendance au pétrole et un pas en avant dans la réduction des émissions des véhicules. En 1977, Hogle a présenté sa Ford Galaxy modifiée de 1970, qui a démontré cette remarquable efficacité énergétique. La frénésie médiatique qui a suivi l'a propulsé sous les projecteurs. Il a obtenu des brevets et a attiré l'intérêt des investisseurs et des grandes entreprises, tous désireux de voir la transformation potentielle de la consommation de carburant que son invention pourrait apporter. Malgré l'intérêt croissant, le monde automobile restait sceptique. Des experts ont remis en question la manière dont le carburateur d'Hogle pouvait atteindre une telle efficacité sans modification significative du moteur. Pourtant, Hogle n'était pas découragé. Il croyait au potentiel de son invention et a refusé des offres lucratives pour acheter ses brevets, visant plutôt une mise en œuvre plus large. Cependant, le parcours prometteur de Tom Hogle a été brusquement interrompu. En 1981, à l'âge de 24 ans, Hogle est décédé dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, sa mort a été attribuée à une overdose d'alcool et de médicaments sur ordonnance, mais ses amis et partisans soupçonnaient un acte criminel. Le moment et la nature de sa mort, compte tenu des enjeux financiers considérables impliqués, ont alimenté les théories du complot. Certains ont spéculé que l'industrie pétrolière, voyant l'invention d'Hogle comme une menace directe pour leurs bénéfices, pourrait avoir joué un rôle dans son silence. D'autres ont suggéré que les constructeurs automobiles étaient derrière tout cela, craignant l'impact que sa technologie pourrait avoir sur leurs modèles économiques existants. Après sa mort, le carburateur Hogle a rapidement disparu de la mémoire publique. Le brevet existe toujours, mais aucun grand constructeur automobile n'a mis en œuvre cette technologie dans un véhicule de production. Les raisons restent un sujet de débat. Certains soutiennent que le carburateur n'a jamais fonctionné aussi bien que prétendu. Beaucoup croient qu'il a été délibérément supprimé par des intérêts puissants désireux de maintenir le statu quo. Numéro 9. Effet structural de cavité. Viktor Grebennikov pourrait sembler être un personnage sorti d'un roman de science-fiction. Pourtant, son histoire est profondément enracinée dans le monde curieux de l'entomologie et la poursuite de ce qu'il a appelé l'effet structural de cavité, ou ESC. Grebennikov, un étymologiste russe autodidacte, a passé des années à étudier le monde naturel, en particulier les insectes, qu'il croyait détenir des secrets sur des capacités surnaturelles telles que l'antigravité. Au début des années 1980, la vie de Grebennikov a pris un tournant inhabituel, alors qu'il explorait la vaste steppe sibérienne. Un jour, il s'est allongé par terre pour se reposer, seulement pour ressentir des maux de tête, un bourdonnement dans les oreilles et un goût métallique particulier dans la bouche. Sous lui, il n'y avait pas seulement le sol dur de la steppe, mais une ville souterraine d'abeilles. Cette rencontre inattendue a éveillé sa fascination pour le génie architectural des nids d'abeilles et les propriétés uniques de leur structure. Guidé par la curiosité, Grebennikov a commencé à expérimenter avec des parties du nid d'abeilles. Il a remarqué une émission de chaleur inhabituelle provenant des structures des alvéoles, une sensation qui échappait à la détection par les instruments scientifiques conventionnels.
Intrigué par ces observations, il a développé une hypothèse sur un champ de force généré par les motifs géométriques des alvéoles, suggérant que ce champ pourrait modifier l'environnement de manière jusque-là inimaginable. Alors que les recherches de Grebennikov s'approfondissaient, il examina les coquilles de chitine des insectes au microscope et découvrit qu'elles avaient une structure extrêmement rythmique et ordonnée, qui semblait présenter des effets antigravitationnels. Dans une expérience, lorsqu'il tenta d'aligner deux plaques de chitine, l'une d'elles flotta en l'air pendant quelques secondes avant de se stabiliser. Cette observation a déclenché la prochaine phase de ses recherches, le conduisant à explorer le potentiel antigravitationnel des structures naturelles. Convaincu des implications révolutionnaires de ces découvertes, Grebennikov a construit une plateforme, équipant son dessous avec des milliers de coquilles de chitine. Il a affirmé que cette plateforme fonctionnait comme un véhicule antigravité, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1500 km/h et de monter jusqu'à 300 mètres au-dessus du sol. En outre, il a affirmé que cet appareil rendait son utilisateur invisible d'en bas et l'entourait d'un champ de force qui neutralisait l'inertie et la pression dynamique. Malgré la nature étonnante de ces affirmations, Grebennikov a fait face à un scepticisme important et à un rejet de la communauté scientifique. Ses tentatives de breveter son invention en 1992 ont échoué. Non découragé, il a décidé de détailler ses découvertes dans un livre, rempli d'images en couleur et incluant potentiellement des photographies d'une démonstration de son invention dans un musée. Cependant, juste avant la publication, le livre a été modifié de manière significative. Des centaines d'images et tous les détails schématiques essentiels à la compréhension de son travail ont été supprimés. Cette modification mystérieuse soulève de nombreuses questions sur les motifs derrière les décisions de modifier sa publication. Les travaux de Grebennikov ont-ils été considérés comme trop perturbateurs ou dangereux pour être diffusés au public? Selon un collègue de longue date, Grebennikov aurait pu faire partie de ce qu'on appelle un « underground scientifique », qui a fait face non seulement au scepticisme, mais aussi à une opposition active de la part des institutions scientifiques traditionnelles et peut-être des organismes gouvernementaux. Numéro 8. Cellules à combustible à eau. Voici un autre récit explorant la réalité des technologies interdites et le silence imposé à leurs inventeurs. Stanley Meyer, un esprit inventif de l'Ohio, a transformé la conversation autour des énergies alternatives dans les années 1980 avec sa révolutionnaire pile à combustible à eau. Ce n'était pas un appareil d'électrolyse ordinaire. Meyer prétendait que son invention pouvait diviser efficacement les molécules d'eau en hydrogène et oxygène en utilisant un apport électrique minimal et des fréquences résonantes, une technique inédite à l'époque. Meyer a présenté sa technologie dans un buggy qu'il affirmait fonctionner uniquement à l'eau, utilisant les gaz générés par sa cellule pour la combustion. Imaginez un véhicule roulant sur la route, son réservoir rempli uniquement d'eau, qu'il s'agisse de pluie, de puits, d'océan ou même de fonte de neige. Cette vision a non seulement captivé l'imagination du public, mais a également promis une alternative de carburant abondante, durable et écologique au pétrole. La rumeur autour de la cellule de carburant à eau de Meyer était immense. Il a été présenté dans des segments de nouvelles locales qui le montraient en train de transformer un rêve ancien en réalité, utilisant l'eau pour alimenter les voitures. Cependant, la communauté scientifique a accueilli les affirmations extraordinaires de Meyer avec un scepticisme important, remettant en question la validité et la reproductibilité de ses résultats. Tragiquement, le voyage de Meyer s'est terminé de manière abrupte et mystérieuse. Le 20 mars 1998, alors qu'il dînait dans un restaurant, une scène déconcertante s'est déroulée. Meyer s'est soudainement précipité vers l'extérieur, se tenant la gorge, et a crié « Ils m'ont empoisonné !» Quelques instants plus tard, il s'est effondré et est mort. La cause officielle du décès a été rapportée comme étant une rupture d'anévrisme cérébral, mais cela n'a pas calmé la tempête de théories du complot qui a suivi. Beaucoup de partisans de Meyer croyaient qu'il était visé parce que son invention représentait une menace majeure pour l'industrie pétrolière mondiale. Après sa mort, l'intérêt pour la cellule à eau de Meyer a continué de croître, avec divers passionnés et groupes essayant de reproduire sa technologie. Malgré leurs efforts, personne n'a pu démontrer de manière concluante un modèle fonctionnel qui reproduit les résultats revendiqués par Meyer, alimentant ainsi d'autres spéculations et mystères autour de la faisabilité de son invention. Numéro 7. Le dispositif d'énergie rayonnante. Dans les années 1930, dans un contexte de physique moderne en plein essor et de recherche scientifique sans précédent, T. Henry Morey est apparu avec une proposition qui semblait sortie d'un roman futuriste. Il a présenté au monde son dispositif d'énergie rayonnante, une invention révolutionnaire qu'il prétendait pouvoir exploiter les forces illimitées du cosmos.
Selon Maurer, cet appareil était capable de capter une source d'énergie invisible et inépuisable, qui pourrait potentiellement transformer le paysage énergétique pour toujours. Maurer, un ingénieur électricien et physicien originaire de Salt Lake City, Utah, s'est fortement inspiré des théories pionnières de Nikola Tesla et d'autres scientifiques de renom qui s'étaient aventurés dans les domaines de l'électromagnétisme et de la radioactivité. De ses explorations intellectuelles, Maurer a tiré une vision. L'espace autour de nous, théorisait-il, regorge d'un type d'énergie qui, si elle est exploitée, pourrait offrir une source d'énergie inépuisable. Cet appareil, qui visait à convertir cette énergie cosmique en énergie électrique utilisable, était en développement depuis le début des années 1920. Le cœur de son invention comportait une valve spéciale, un matériau semi-conducteur conçu pour absorber l'énergie rayonnante des environs et la transformer en électricité haute tension. L'approche de Maurer ne prétendait pas renverser les lois de la thermodynamique. C'était plutôt un processus de conversion, transformant l'énergie existante d'une forme à une autre. Les démonstrations de l'appareil de Maurer étaient tout simplement spectaculaires. Dans diverses expositions, il a réussi à alimenter des lumières, des radios et des moteurs devant un public de témoins, le tout sans aucune connexion visible à une source d'énergie conventionnelle. Cependant, malgré ces démonstrations impressionnantes, la communauté scientifique a accueilli les affirmations de Maurer avec un profond scepticisme. Les critiques ont souligné que le fonctionnement de l'appareil et la théorie sous-jacente n'étaient pas suffisamment expliqués ou documentés pour permettre une vérification ou une reproduction indépendante. Ce scepticisme a été renforcé par l'hésitation de Maurer à divulguer pleinement les détails de son invention. Il a cité des préoccupations concernant le vol de propriété intellectuelle et le mauvais usage potentiel de sa technologie comme raison de son secret. De plus, les idées de Maurer ne s'alignaient pas parfaitement avec la physique établie, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage le doute parmi ses pairs. Comme si la résistance scientifique ne suffisait pas, Maurer racontait également des histoires de sabotage et de persécution. Il a affirmé que son travail révolutionnaire avait attiré l'attention de puissantes entités au sein du secteur énergétique existant. Des entités qui percevaient son invention comme une menace directe pour leur domination. Selon Maurer, ses forces ont déployé de grands moyens pour freiner sa progression, y compris des menaces à sa sécurité personnelle, des effractions dans son laboratoire et des dommages délibérés à son équipement. Malgré ces défis, Maurer est resté résolu, affinant continuellement son dispositif et défendant ses avantages potentiels. Néanmoins, sans le soutien nécessaire pour faire avancer son travail, son invention est progressivement tombée dans l'oubli, éclipsée par le scepticisme et l'hostilité qui l'ont tourmenté dès le début. Après la mort de Maurer, son dispositif d'énergie rayonnante est tombé dans l'ombre, largement oublié, sauf par quelques-uns qui s'en souvenaient comme un chapitre particulier mais fascinant de l'histoire de la recherche sur les énergies alternatives. Numéro 6. Machine à énergie. Dans la tapisserie vibrante des histoires d'énergie alternative, peu de fils sont aussi captivants et enchevêtrés que la saga de Joseph Newman et de sa machine à énergie. Cet appareil, que Newman prétendait produire plus d'énergie qu'il n'en consommait, a marqué un chapitre controversé dans la quête des dispositifs à surunité. Des machines qui pourraient, en théorie, défier les lois traditionnelles de la physique en générant plus d'énergie qu'elles n'en absorbent. Joseph Newman, un inventeur avec une carrière colorée qui a commencé à Mobile, Alabama, a présenté son invention révolutionnaire en 1979. Il a affirmé que sa machine exploitait un principe similaire à celui de l'équation d'Einstein E égale mc au carré, suggérant que toute matière contient une énergie enfermée accessible grâce à sa technologie. Cette affirmation audacieuse a suscité à la fois fascination et scepticisme, conduisant Newman à une longue bataille avec l'Office américain des brevets, qui a refusé de breveter le dispositif, le rejetant comme une machine à mouvement perpétuel. Malgré ce revers, Newman a obtenu le soutien de plus de 30 scientifiques, y compris des personnalités notables de la NASA et ceux qui avaient travaillé sur des projets clés comme la fusée Saturn V. Leurs déclarations sous serment, destinées à influencer les autorités de brevet, ont mis en évidence les implications potentielles de l'invention de Newman qui pourrait considérablement améliorer l'avenir de l'humanité, en révolutionnant la production d'énergie. Au fur et à mesure que les batailles juridiques se déroulaient, les affirmations de Newman ont été mises à l'épreuve par le Bureau national de normalisation, qui a conclu que l'appareil n'a pas démontré les effets de surunité revendiqués. Newman, imperturbable, a contesté ces conclusions, alléguant des inconduites et des inexactitudes dans la méthodologie de test. Cependant, l'établissement scientifique est resté largement sceptique, et les ambitions de brevet de Newman ont été à plusieurs reprises contrecarrées. L'histoire de Newman a pris un tournant personnel et public lorsqu'il a décidé de se présenter à la présidence des États-Unis en 1987, invoquant une instruction divine pour empêcher l'extinction de l'humanité.
Après le décès de Newman en 2015, son héritage a perduré grâce aux efforts de ses fidèles adeptes et ingénieurs. Lors de la conférence sur la science et la technologie de l'énergie de 2017, une attention significative a été accordée à son travail, y compris une présentation détaillée sur le moteur Newman par Geoffrey Miller, un collaborateur de longue date et passionné d'énergie libre. La démonstration de Miller visait à confirmer les affirmations de Newman et à inspirer une nouvelle génération à explorer les limites de la technologie énergétique. Avant de continuer, voici le choix du jour de l'abonné. Dans cette image, nous plongeons dans un chapitre caché des technologies interdites et du silence imposé à leurs inventeurs. Ici, nous voyons un trio de telles avancées interdites. D'un côté, nous voyons un inventeur présentant fièrement un appareil qu'il a conçu pour léviter. Un exploit qui pourrait bouleverser notre compréhension de la physique. Pourtant, de telles innovations disparaissent souvent, tenues hors de portée du public sous prétexte de sécurité, ou raillées par la science grand public. D'un autre côté, un véhicule flottant défie la gravité, suggérant des technologies anti-gravité ou aérospatiales supprimées qui auraient pu révolutionner le transport. Enfin, nous pouvons voir une grande machine complexe rappelant les expériences de Nikola Tesla, suggérant des avancées dans l'exploitation et la distribution de l'énergie, des innovations qui auraient pu menacer les structures de pouvoir existantes. Ces images représentent la poursuite incessante de la connaissance et les barrières érigées par les forces, les intérêts économiques et les organismes de réglementation. Chaque appareil raconte une histoire de potentiel et de retenue, des innovations qui auraient pu remodeler notre monde si elles n'avaient pas été reléguées dans l'ombre. Que pensez-vous que ces inventeurs auraient pu accomplir si leur technologie avait été autorisée à prospérer? Partagez vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. La voiture électrique originale. À la fin des années 1990, General Motors a introduit la EV1, marquant le début de la première voiture électrique produite en série au monde. Ce véhicule est apparu à un moment où la société devenait de plus en plus consciente de la pollution de l'air, de la dépendance au pétrole et des impacts environnementaux plus larges des véhicules traditionnels à essence. Sorti en une série limitée de 800 unités disponibles à la location, le EV1 a rapidement attiré un public fidèle. Ses conducteurs ont loué la voiture pour son efficacité et l'ont vue comme un précurseur d'un avenir automobile plus propre et plus durable. Malgré l'enthousiasme croissant pour le EV1, General Motors l'a brusquement interrompu en 1999, seulement quelques années après son lancement. La compagnie a cité des raisons économiques pour sa décision. Les batteries de la voiture avaient une autonomie limitée, ce qui rendait difficile de répondre aux attentes des consommateurs en matière de commodité et de voyages longue distance, les amenant à qualifier le véhicule de non rentable. Cependant, cette justification officielle n'a pas convaincu beaucoup de monde. Les observateurs, les sceptiques et les ardents partisans du mouvement des véhicules électriques ont spéculé qu'il y avait plus dans l'histoire. Beaucoup pensaient que l'industrie pétrolière, se sentant menacée par la montée des véhicules électriques qui pourraient perturber leur activité, exerçait des pressions pour réprimer cette technologie émergente. La réponse de General Motors a été sévère et sans précédent. L'entreprise n'a pas seulement arrêté de fabriquer l'EV1, elle a décidé d'effacer toute trace de son existence. Dans une décision controversée, General Motors a lancé une campagne pour récupérer et détruire tous les EV1. Ce n'était pas juste un rappel. C'était un effort délibéré pour empêcher ces véhicules de devenir des symboles d'une révolution technologique. Au lieu de les laisser à leurs utilisateurs ou de les préserver comme des artefacts historiques, General Motors les a écrasés, éliminant effectivement un chapitre important de l'histoire automobile. Cette mesure extrême a été largement interprétée comme une tentative d'étouffer l'avancement de la technologie des véhicules électriques et de protéger le marché automobile traditionnel dominé par les moteurs à combustion interne. L'épopée de l'ascension et de la chute de l'EV1 a été capturée dans divers documentaires et discussions, notamment dans le film de 2006, « Qui a tué la voiture électrique ?» Ce film explore le réseau complexe d'intérêts corporatifs et commerciaux qui ont orchestré la disparition de ce véhicule électrique pionnier. Numéro 4. Le générateur Hendershot. À la fin des années 1920, un inventeur américain nommé Lester Hendershot a fait une déclaration surprenante. Il avait développé un appareil capable de générer de l'énergie gratuite. Surnommé le générateur Hendershot, cette invention était censée utiliser le champ magnétique terrestre pour produire de l'électricité sans besoin de source de carburant conventionnelle. Ce dispositif révolutionnaire était décrit comme un générateur autonome, utilisant un réseau complexe de bobines et de condensateurs pour produire de l'énergie de manière indépendante. Les premières démonstrations de Hendershot étaient spectaculaires, alimentant des ampoules électriques et des moteurs, et enflammant l'imagination du public.
Les médias et les investisseurs potentiels ont rapidement pris note, attirés par la promesse d'une révolution dans la façon dont l'énergie pourrait être produite et consommée. Cependant, tout le monde n'était pas enthousiasmé par la perspective qu'une technologie aussi perturbatrice voit le jour. Dans l'excitation grandissante, une campagne pour discréditer le travail de Hendershot a émergé. Les critiques ont tenté de discréditer l'efficacité de son générateur, en présentant publiquement un appareil qu'ils prétendaient identique à celui de Hendershot, mais qui n'a pas fonctionné. Cet acte de discréditation était un signal clair pour les partisans de Hendershot que des intérêts puissants voulaient miner son invention. Malgré un scepticisme et une opposition significatifs, Hendershot a continué à peaufiner son générateur, convaincu de son potentiel. À la fin des années 1960, il croyait avoir réalisé une percée significative, suffisante pour attirer l'intérêt de l'US Navy. Avec un espoir renouvelé, il a préparé 2 modèles et une proposition détaillée de 56 pages. Malheureusement, ces avancées ont été rejetées et sa proposition a finalement été refusée. La tragédie a frappé en avril 1961 lorsque le fils de Hendershot a découvert son père mort, un événement officiellement enregistré comme un suicide. Cependant, le manque d'une enquête approfondie sur sa mort a conduit beaucoup, y compris sa famille, à suspecter un acte criminel. Ils ont théorisé que le travail de Hendershot représentait une menace considérable pour les intérêts financiers des grandes entreprises énergétiques. Apparemment, Hendershot avait même été averti par une grande entreprise de cesser tout travail sur son générateur sous peine de graves conséquences. Il aurait reçu 25 000 $ pour arrêter ses recherches pendant 20 ans. Un accord qui soulignait les efforts que ces entreprises feraient pour protéger leurs intérêts. Hendershot avait partagé ses inquiétudes concernant sa sécurité personnelle avec sa famille, soulignant à quel point les menaces contre lui étaient sérieuses. Sa mort mystérieuse et l'étouffement de son travail révolutionnaire continuent de susciter une intense curiosité et un débat. Numéro 3. Tucker Automobile. Plongé dans le tourbillon d'innovation et de controverses entourant Preston Tucker et son légendaire Tucker 48, un véhicule qui aurait pu révolutionner l'industrie automobile. Née d'un rêve de briser le moule, la voiture de Tucker était plus qu'une simple automobile. C'était un saut audacieux vers l'avenir de la conduite. Preston Tucker, un homme dont la vie était aussi dynamique que la voiture qu'il imaginait, a lancé son entreprise automobile à l'époque d'après-guerre, une période propice à l'innovation. La Tucker 48, dévoilée en 1946, promettait une série de caractéristiques révolutionnaires. Avec son moteur arrière, frein à disque et amélioration de sécurité comme un pare-brise éjectable, elle était conçue non seulement pour être performante, mais aussi pour protéger. Sa caractéristique la plus distinctive, le phare central connu sous le nom de Cyclope, tournait avec le volant pour éclairer la trajectoire de la voiture dans les virages. La révélation de la Tucker 48 a généré une immense excitation publique et un buzz médiatique. Cependant, dans les coulisses, Tucker a fait face à d'immenses défis. Son approche du financement était non conventionnelle. Il a vendu des droits de concession et pris des précommandes pour une voiture qui n'avait pas encore été produite, ce qui a conduit à une enquête de la Securities and Exchange Commission. Malgré le design innovant et l'intérêt du public, l'entreprise de Tucker a été assiégée par une mauvaise presse, des problèmes financiers et des batailles juridiques. Les critiques ont soutenu que son projet ambitieux était trop beau pour être vrai, le peignant comme un rêveur dépassant ses capacités. En 1949, son entreprise, Tucker Corporation, a cessé ses activités après avoir produit seulement 51 voitures, en raison de nombreux défis financiers et juridiques. La Tucker 48, souvent saluée comme la voiture que vous attendiez, est devenue un symbole de ce qui aurait pu être. Numéro 2. Mouvement perpétuel. Victor Schauberger était un véritable pionnier d'Autriche, né en 1885. Son parcours à travers la nature et l'énergie le distingue comme un visionnaire bien en avance sur son temps. Contrairement à beaucoup, Schauberger est devenu forestier et naturaliste, non pas pour exploiter la nature, mais pour comprendre et reproduire ses processus. Ses explorations approfondies des secrets de la nature l'ont rapproché de l'idée mythique du mouvement perpétuel, des machines qui pourraient fonctionner indéfiniment sans énergie externe. Schauberger croyait que la Terre elle-même est une centrale électrique en attente d'être exploitée. Il critiquait souvent l'ingénierie moderne pour ignorer les schémas subtils, mais puissants de la nature. Sa philosophie était claire et révolutionnaire. Comprendre la nature, puis imiter la nature. Il a observé que l'eau forme naturellement des spirales dans les rivières et les ruisseaux, un mouvement qu'il a trouvé essentiel pour conserver son énergie. En imitant ce flux en spirale, il a inventé des appareils capables de produire de l'énergie de manière totalement différente des technologies conventionnelles. L'une de ses inventions les plus fascinantes était la repulsine, un appareil en forme de soucoupe conçu pour créer de l'énergie grâce à un vortex d'air ou d'eau.
Cet appareil, avec ses motifs ondulés uniques, a suscité un grand intérêt et des débats sur la question de savoir si Schauberger avait découvert les secrets du mouvement perpétuel et de l'énergie gratuite. Cependant, les innovations de Schauberger ont attiré l'attention de forces plutôt sinistres pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été contraint par le régime nazi d'adapter ses inventions à des fins militaires, ce qui l'a laissé désillusionné et inquiet de l'éventuel mauvais usage de son travail. Bien qu'il ait continué ses recherches après la guerre, il n'a jamais obtenu la reconnaissance ni le succès commercial qu'il méritait. Les choses ont pris une tournure plus sombre après la guerre lorsque Schauberger a été détenu par des agents des services de renseignement américains pendant 9 mois. Pendant cette période, toutes ses recherches et prototypes ont été saisis, et il a été interrogé sur ses inventions et ses activités pendant la guerre. Cela a conduit à de nombreuses spéculations selon lesquelles son travail, capable d'exploiter l'énergie naturelle de manière révolutionnaire, était perçu comme une menace importante par les pouvoirs scientifiques, économiques et politiques. Ces spéculations sont alimentées par la façon dont ces inventions ont été traitées. Plus que de simples curiosités scientifiques, elles étaient potentiellement des technologies révolutionnaires qui ont probablement été supprimées par le gouvernement américain. On pense que les idées de Schauberger, qui promettaient une nouvelle ère d'énergie propre et gratuite, étaient considérées comme trop perturbatrices pour l'ordre établi. Des efforts ont été faits pour enterrer ces découvertes et faire taire toute discussion à leur sujet, soulignant un chapitre fascinant mais troublant de l'histoire de l'innovation. Numéro 1. La machine N. Bruce de Palma, un pionnier méconnu dans le domaine marginal des inventions énergétiques non conventionnelles, s'est engagé sur une voie révolutionnaire qui remettait en question le tissu même des normes scientifiques acceptées. À la fin des années 1970, De Palma, un ancien chercheur du MIT, a présenté au monde sa création connue sous le nom de N-Machine, un appareil qui aurait généré plus d'énergie qu'il n'en consommait, puisant directement dans l'énergie environnementale qui nous entoure. La genèse de l'invention de Palma était enracinée dans un concept qui pourrait sembler tout droit sorti de la science-fiction. Que l'espace autour de nous n'est pas vide, mais rempli d'énergie inexploitée. Sa machine N a été conçue comme un générateur unique, fondamentalement différent des modèles traditionnels. Au lieu d'utiliser des composants séparés comme un rotor et un stator, la machine N utilise un seul volant d'inertie magnétisé rotatif, simplifiant ainsi le processus de conversion de l'énergie. De Palma croyait qu'en magnétisant un gyroscope et en le faisant tourner, un potentiel électrique pouvait être créé entre l'axe et le bord, récoltant efficacement l'énergie électrique directement du champ de l'aimant. Cette innovation audacieuse s'inspirait des idées de Michael Faraday et d'autres scientifiques pionniers, mais allait bien au-delà dans de nouveaux territoires théoriques. De Palma a suggéré que la physique conventionnelle, y compris les lois de la thermodynamique et la conservation de l'énergie, pourrait ne pas expliquer tous les phénomènes naturels, en particulier aux échelles quantiques et cosmiques. Sa théorie proposait qu'une antenne moléculaire pourrait extraire de l'énergie du fond de l'espace, un concept qui reflétait certaines interprétations de la physique quantique concernant la densité d'énergie du vide. Les critiques ont rapidement qualifié la machine N de dispositif de mouvement perpétuel, un terme chargé de scepticisme et de tabous scientifiques. La communauté scientifique dominante, liée par les lois classiques de la physique, a largement rejeté les affirmations de De Palma comme étant impossibles. Cependant, le travail de Palma ne manquait pas d'efforts empiriques. Tout au long des années 1980, il a réalisé diverses démonstrations et tests pour prouver l'efficacité de sa machine. Les rapports étaient mitigés, certains observateurs indépendants notant des anomalies dans la production d'énergie qui ne pouvaient pas être facilement écartées. La controverse autour de la machine N a culminé lorsque des tests rigoureux par des institutions établies, comme le Bureau national des normes, ont conclu que l'appareil ne produisait pas d'énergie au niveau revendiqué par De Palma. Ces résultats n'ont guère diminué l'intérêt d'un nombre croissant de partisans qui croyaient que De Palma pourrait avoir découvert quelque chose de fondamentalement transformateur, potentiellement capable de redéfinir notre compréhension de la production d'énergie. Les théories de Palma s'étendaient à des implications philosophiques et scientifiques plus larges, suggérant que si ces principes étaient corrects, ils pourraient mener à une nouvelle compréhension même de l'énergie, non pas comme une ressource rare, mais comme une ressource abondante et accessible qui pourrait révolutionner le développement technologique et les politiques énergétiques à l'échelle mondiale. Malgré le scepticisme et les défis, la machine N de Palma reste un sujet de fascination et d'espoir parmi un petit groupe de scientifiques et d'amateurs. Ils continuent à explorer et à débattre de ces théories, poussés par la possibilité que ces idées puissent un jour mener à une percée dans notre compréhension et notre exploitation de l'énergie qui imprègne l'univers. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.